On continue cette journée avec Anna Pic et tu vas être une de nos dernières intervenantes. Je vais essayer de te présenter très rapidement. Tu es née à Montpellier si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et tu as déménagé beaucoup plus tard en Normandie. Et tu es devenue... Là actuellement tu es députée de la Manche si je ne me trompe pas aussi. De Cherbourg-en-Cotentin, une circonscription... Plus large. Plus large, oui, évidemment. Tu as été conseillère régionale de Normandie jusqu'en 2022. C'est ça. Et conseillère départementale de la Manche jusqu'en 2021. Ouais. Mais tu es avant tout militante socialiste. Ouais, entre autres. et du coup, ça me permet de te poser une question un petit peu plus large et puis je te laisse te présenter dans la précision. Okay. Pourquoi t'engager au Parti Socialiste ? C'est quoi la première fois que tu as ouvert la porte du Parti Socialiste ? Pour quel combat ? En fait, c'est pas pour un combat particulier, c'est pour le combat du socialisme, c'est celui de l'égalité et de la justice sociale. En réalité, ma famille, c'est une famille de gauche. Voilà, c'est une famille de gauche, mais d'une grande variété de la gauche. Ça va de l'anarcho-syndicalisme, passant par le communisme et jusqu'au socialisme. Je dis bien jusqu'au, parce qu'en fait, quand on voit la radicalité peut-être des plus anciens chez moi, finalement, je suis très sage, voilà. Mais en fait, ça n'a jamais été une question de savoir dans quel parti m'engager. C'est pourtant, franchement, la Ligue communiste révolutionnaire, quand j'avais votre âge, elle n'arrêtait pas de frapper à ma porte ou d'appeler au téléphone. Vous savez, le truc qui était dans le salon à l'époque. Et jamais ça m'intéressait, parce que je leur disais toujours, la révolution, c'est bien quand on n'a rien à perdre, mais quand on a le minimum à perdre et qu'on a tout construit par le travail, on n'a pas envie que pour un hypothétique lendemain qui chante, tout soit renversé. Donc voilà, qu'un ouvrier qui a travaillé toute sa vie pour avoir sa petite bicoque, assurer un avenir à ses enfants, il se dit pas que ça va être merveilleux si on lui retourne tout pour la promesse de quelque chose de 10 fois mieux. Il se dit déjà j'ai ça, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et voilà, il y a quand même ce côté-là. Donc moi je me suis jamais posé de questions sur dans quel parti j'allais m'engager. J'ai juste mis un peu de temps parce que quand je m'engage, j'ai tendance à pas faire les choses à moitié. Voilà, tu as parlé un peu de ce parcours. En fait, tu as oublié aussi que j'étais présidente encore aujourd'hui de la majorité municipale de Cherbourg-en-Cotentin. Je suis donc toujours conseillère municipale, conseillère d'agglomération. Précédemment, en fait, j'avais 3 mandats en même temps. Et je suis quand même CPE, mais j'ai pas arrêté, je me suis pas mis en détachement il y a si longtemps que ça, donc j'ai effectivement une vie professionnelle et une vie d'engagement. Et à un moment, 70 heures, 80 heures, ça commence à faire un peu beaucoup, mais l'aboutissement qui est celui, cette représentation nationale, c'est quand même un beau rêve et un grand sentiment de fierté d'avoir fait tout ça, quoi. Et justement, par tous ces mandats, et surtout là ton mandat de député, si par exemple tu avais le pouvoir de rester, c'est pas juste de penser comme ça, mais si tu avais le pouvoir de rester 100 ans au pouvoir, hein, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe à la fin ? Comment la situation A aujourd'hui, la situation B dans 100 ans, qu'est-ce qui se passerait ? Comment on vivrait ? Alors, ce serait une vraie déception d'être obligé de rester 100 ans, parce qu'en fait, c'est aussi... Je suis désolé. D'abord, ça veut dire qu'on n'avance pas vite. Je te force. Et puis surtout, ça veut dire que je crois aussi que quand on a des responsabilités politiques, on a la responsabilité de transmettre et de passer le relais. Évidemment. Parce que le rêve du socialisme d'aujourd'hui, il s'appuie, pour faire construire celui de demain, ça s'appuie sur celui d'aujourd'hui et sur celui d'hier, mais la réalité c'est que si on rêve encore avant 83, comme j'en entends certains qui me disent je suis mitterrandien de 81 à 83, je suis désolée, mais en fait on n'y est pas, quoi. C'est pas du tout les mêmes enjeux, etc. Et évidemment que si on se projette dans 100 ans, on a réussi. Et je dis pas moi, parce que la réalité, c'est que c'est un collectif, la politique. Tout seul, on n'est strictement rien, et c'est pas de moi tout à fait, quoi que je fasse, que ça dépend. C'est seulement si on est ensemble, qu'on est suivis les uns les autres et qu'on serre les coudes, et puis que finalement le projet commun est plus grand que la personne, hein. Sinon en fait on n'y arrive pas, et souvent ça a été le problème. Donc évidemment c'est l'idéal de justice et d'égalité, c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas de justice à dire qu'il y en a qui méritent plus que d'autres. Il n'y a pas de raison. Quand on me parle de la méritocratie, par exemple, je dis, ah bon, alors il y en a qui ne méritent pas plus de 1000 balles, quelle que soit leur utilité dans le monde, leur utilité pour leur famille, leur utilité pour le monde. Je dis, mais en fait, qu'est-ce qui justifie ça ? C'est injustifiable. Et en fait, c'était mes premières émotions quand j'étais enfant ou adolescente, c'est de ne pas comprendre cette inégalité qui était acceptée par tous.
C'est toi t'es le plus fort, je te cajole, toi t'es un faible, c'est pas de bol, hein. Donc tu mérites pas en fait d'être valorisé, que les gens aient un comportement bienveillant avec toi, parce qu'en réalité dans la société, c'est pas seulement les gains financiers et le confort de vie, c'est aussi le confort social, c'est-à-dire la relation sociale finalement est aussi dégradée quand les autres méprisent ce qu'on est. Donc vraiment cette espèce de sentiment d'injustice face à l'inégalité, c'est évidemment ce qui m'a toujours motivée, poussée, et s'il y avait quelque chose à faire, c'est que en réalité, tout le monde trouve sa place et que la cohésion sociale, elle se fait comme ça, pas avec en mettant des gens dans des cases, hein, mais en ce que tous on puisse s'émanciper de là où on vient, qu'il n'y ait pas finalement une reproduction complète et qu'il n'y ait pas un déterminisme qui ferait que finalement on serait quelqu'un qui va bien vivre ou quelqu'un qui ne va pas bien vivre, même si ça veut pas, parce que sinon ça veut rien dire. C'est quoi la bonne vie ? Je veux dire, vous avez peut-être essayé d'avoir cette idée-là, essayer de définir le concept en philosophie, personne ne répond à ça. La bonne vie, c'est celle qu'on arrive à se construire et où on se sent bien, on s'épanouit, et ça peut être plein de choses. Donc il n'y a pas ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Eh ben, très bien, on va continuer sur un jeu, on va passer au blind test. Hein. Et concrètement, il y aura des citations sur l'écran là, et on va deviner s'ils sont socialistes ou pas socialistes. C'est le côté scolaire, ça. C'est le côté scolaire, exactement. Je suis CPE, moi je suis pas très scolaire. Hein. Et du coup, la première, je te laisse lire et me commenter si c'est socialiste ou pas. Alors là, j'aimerais comprendre le sens profond de cette chose déjà, mais l'information et l'humanitaire sont le remède contre des douleurs extrêmes. Non, franchement, non. Non. C'est pas universaliste. Hein. Je cherche si c'est socialiste ou pas. Ouais. Et bien la réponse, hein, est-ce que tu reconnais ? Eh bien, j'ai raison, non ? Et pourquoi du coup ? En fait, voilà, cet homme-là, il avait, vous vous souvenez de ce droit à l'ingérence humanitaire. En fait, j'ai une formation en socio-anthropologie culturelle et j'ai travaillé sur la pratique du développement par les ONG, les grandes organisations de solidarité internationale. Et on dit parfois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vrai. C'est vrai, et en fait, il y a vraiment, quand on travaille sur ces sujets-là, il y a tout un tas de destructions qui ont été faites dans des modes culturels par ces espèces de bonnes intentions. Et moi, je comprends l'humanitaire comme l'urgence à répondre à une situation de risque. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais là, franchement... L'information humanitaire. L'information de quoi ? Et les douleurs extrêmes, c'est quoi les douleurs extrêmes ? Bon, voilà. Et puis, effectivement, Bernard Kouchner étant un médecin, il a quand même fait exploser son mouvement, son ONG. Hein. Vous savez qu'il y a eu une grosse scission qui est devenu Médecins sans frontières et Médecins du monde. Ça a été très douloureux et c'était pour des raisons politiques. Évidemment. La deuxième citation. L'engagement politique peut être une nécessité, il n'est jamais une valeur. Là, c'est très neutre, on fait exprès. Ouais. Non, mais non seulement c'est très neutre, mais c'est quand même une nécessité, évidemment. Je comprends pas très bien. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, Est-ce qu'on peut avoir la réponse ? Est-ce que tu reconnais la personne ? Même pas. Mais vous les avez sortis des années 80, en fait. Je te présente Pauwels, qui est le fondateur du Figaro. Qui est devenu journaliste évidemment et quelqu'un éminemment à droite et avec l'âge il s'est encore plus droitisé. J'imagine, ouais. C'est pour ça que j'aurais dû me douter parce que le mot valeur on n'est jamais utilisé à très bon escient. Exactement, mais on cherche le piège, La troisième citation, je te laisse la lire. Oui. C'est ça, le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond. L'univers profond, non mais je sais pas, vous les avez cherchés. Mais le pire, c'est que je connais la réponse, du coup ça me fait rire en fait. À ton avis, socialiste ou pas socialiste ? Universaliste ou pas ? Oui, non mais bon d'accord, on ne doit pas chercher la récompense, c'est très kantien, mais voilà. Eh ben c'est Jean Jaurès. Mais oui, c'est très kantien. Exactement. Donc là on arrive à la troisième séquence, c'est la séquence de la question clé. Et voici la question clé.
Est-ce que les ONG sont meilleures que le Parti socialiste? Je crains d'avoir un peu répondu en partie. En fait, déjà, les ONG, c'est-à-dire si globalement on parle du monde associatif, on n'a pas du tout les mêmes enjeux et on n'a pas du tout la même utilité sociale. Et c'est des corps intermédiaires qui sont absolument essentiels à la vitalité démocratique et il ne faut jamais que les associations essaient de prendre la place des partis politiques et il ne faut jamais que les partis politiques quittent le dialogue avec les associations. Et c'est pas parce qu'on est une ONG, c'est pas parce qu'on est une association avec un but non lucratif qu'on porte forcément des valeurs qui sont de gauche. Déjà, il faut quand même le dire, ça n'est absolument pas une obligation. Et c'est pas parce que on porte des belles valeurs de soutien, d'humanisme, etc., qu'on le fait de la bonne façon. Donc, une association, c'est quoi une ONG? C'est des intérêts particuliers qui se regroupent sur un même objet. Qu'est-ce que propose un parti politique? Il propose bien au-delà de construire une analyse critique de la société et de proposer un autre modèle qui serait plus souhaitable. Et pour ça, il invite à une réflexion collective et à une mobilisation. Donc, un parti politique, c'est un lieu d'éducation populaire qui construit finalement des savoirs et qui recrée. Surtout quand on est de gauche, à chaque fois qu'on arrête d'avoir une analyse critique sur ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, on arrête d'être de gauche. Ouais. Voilà, parce qu'on devient un conservateur. Ce qui était avant, c'était mieux avant. C'était mieux avant, c'est du conservatisme. Donc à chaque fois, on doit réinterroger nos concepts, on doit reprendre l'ensemble des éléments, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi on a avancé, pourquoi on n'a pas avancé. Une ONG, elle ne fait pas ça. Elle répond à une chose, à un moment, et des gens... Et c'est essentiel aussi. Et c'est pourquoi, au Parti socialiste, on a toujours dit qu'il nous fallait être aussi des militants dans la société, donc des militants dans le monde associatif, des militants syndicaux en fonction évidemment de ces centres d'intérêt, et puis aussi des combats qu'on a envie de mener, mais c'est pas incompatible, au contraire, c'est vraiment deux choses qui doivent pouvoir s'entremêler pour construire finalement une vision de la société qui soit multiple et qui puisse permettre de donner un débouché politique. Et c'est quoi un débouché politique? Vous savez, depuis quelques années, on n'arrête pas de nous dire qu'on est en transition. On fait de la transition démocratique pour essayer de trouver une autre façon de penser la représentativité. On fait la transition écologique. À quel moment on dit en juin vers quoi ils transitent? Vous voyez? Parce que ça fait quand même depuis les années 90, début 2000 qu'on nous explique qu'on transite. Bon, super, mais à un moment, on aimerait bien savoir sur quoi on va arriver. Et c'est ça que travaillent finalement les partis politiques, c'est de renouveler ce projet. Donc oui, il faut de l'idéologie et oui, il faut de l'utopie parce que c'est ce qui justifie les chemins et les actions. Et si on fait juste un programme avec des mesures, on ne fait pas de la politique. On fait un chemin avec des actions, on ne sait toujours pas où on va. Dans ce que tu as dit, tu as parlé des corps intermédiaires. Et là, c'est plus le militant qui parle, c'est l'étudiant en sciences politiques. Et j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde la société, que il y a un détachement en fait, progressif entre les corps intermédiaires, les assos, les ONG, mais aussi les syndicats et le monde politique. Et typiquement, dans le cas de la réforme des retraites, là dernièrement, c'était un pouvoir qui n'écoutait pas les syndicats et encore moins le peuple que je mettrais en dessous, sans vraiment de sens. Alors c'est vrai qu'en France, on peut reconnaître qu'on n'est pas des sociodémocrates en France. Hein. On est des socialistes. Quand on est, le plus grand parti de gauche, c'était le Parti socialiste. On n'est pas aujourd'hui. Depuis le milieu des années 2000, il y a des socialistes qui disent qu'ils sont des sociodémocrates parce qu'ils disent qu'ils sont dans cette conversation avec les corps intermédiaires, que sont en particulier les syndicats. Mais en réalité, c'est pas la culture française. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que depuis quelque temps, d'abord, tout ce qui était paritaire, toutes les organisations, les institutions paritaires qui permettaient finalement de légitimer les cotisations sociales, qui permettaient de légitimer le fonctionnement de notre protection sociale, a été détruit au profit d'un gouvernement qui dit « moi, je veux faire des économies, donc voilà mes contraintes, soit vous rentrez dedans, soit je ferai ce que je veux ». Déjà, ça limite un peu l'organisation paritaire. Donc ça décrédibilise les corps intermédiaires et à la fin, effectivement, on a des gouvernements qui vont exactement à l'inverse des représentants des travailleurs et qui disent « mais enfin, vous exagérez quand même, on a tous nos contraintes ». Ouais. Donc on décrédibilise et après on se demande pourquoi ça sort en violence. Mais évidemment que ça sort en violence. Si le militantisme ne sert plus à rien, si l'engagement ne sert plus à rien, si le fait d'écouter les travailleurs ne sert plus à rien, autant
c'est ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes. Et encore, lorsqu'on a vu la multiplication des réglementations issues de la Constitution avec cette réforme des retraites, pourquoi c'est seulement à la fin qu'il y a eu de la violence? Bon, d'abord parce qu'il y a eu une pratique effectivement qui était différente de la part, de la demande gouvernementale concernant la police a été très différente à la fin par rapport au reste des manifestations, mais c'est aussi parce que finalement les gens se sont dit on a fait ce qu'il fallait. On a parlé avec les syndicats, on a dit qu'on n'était pas d'accord, on a laissé nos représentants politiques essayer de porter notre voix, et qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez tous les artifices juridiques possibles et légaux, c'est vrai, c'est réglementaire, c'est légal, c'est constitutionnel, c'est pas de problème. Surtout cet argument-là. C'est juste constitutionnel, mais en fait, au bout d'un moment, ça décrédibilise et la Constitution et la capacité finalement à aller en dehors de la violence. Donc les corps intermédiaires, ils ont toujours été relativement faibles en France, mais néanmoins, lorsqu'on n'était pas dans il n'y a qu'un seul chemin possible, ce que disait Thatcher, eh bien, il y avait quand même moins de difficultés à les renforcer parce qu'il y avait des victoires. Aujourd'hui, on a l'impression que de toute façon, à part se mettre dessus, il n'y aura plus de victoire. Ouais. C'est ça qu'il faut retrouver le chemin. Et nous, les partis de gauche, quand on a été au pouvoir, on n'avait pas forcément non plus envie d'avoir ce contre-pouvoir. Et on n'a pas toujours écouté. On a même pensé, quand on continue à dire qu'on est une gauche responsable, au prétexte on prendrait des mesures qui sont désagréables pour les travailleurs, on passe à côté de l'objet. On est un parti pour les travailleurs et on est un parti de travailleurs. On n'est pas un parti au service des intérêts financiers et économiques. C'est pas ça le projet socialiste. Donc oui, ça met en colère et c'est ça qui affaiblit tous les corps intermédiaires que sont aussi les partis politiques puisqu'ils retravaillent la cause. Évidemment du pouvoir, l'objet du pouvoir sans cesse. Typiquement, c'est marrant que tu mettes en lien avec le Parti Socialiste qu'on a fait quand on était au pouvoir. Moi, je me rappelle, mon premier engagement, j'étais tout jeune, mais je suis allé à Nuit debout dans ma ville. Et je me retrouve au Parti Socialiste aujourd'hui, mais vraiment parce que c'est le Parti des travailleurs et qu'il faut qu'on agisse au nom des travailleurs dans tous les cas. On arrive dans une nouvelle séquence qui s'appelle la baguette magique. La baguette magique, c'est un concept que tu vas utiliser qui correspond mieux et qui incarne mieux le socialisme au XXIe siècle, le nouveau socialisme qu'on doit porter. Une idée ou un concept? Je crois qu'aujourd'hui on est tous conscients que le concept, c'est le socialisme écologique ou l'éco-socialisme qui, en quelque sorte, aujourd'hui est ce qui va identifier le XXIe siècle. Parce qu'en réalité, on sait ces dérèglements climatiques, c'est évidemment d'abord les plus pauvres qui vont le subir. C'est évidemment les travailleurs, et on le voit à chaque fois qu'il y a une manifestation climatique importante. On parle aujourd'hui de la canicule pendant l'été, mais en réalité, il y a plein d'autres manifestations climatiques qui mettent en danger les travailleurs, et en particulier ceux qui travaillent dehors. Ça va nous demander de réinventer la temporalité dans nos journées. Ça va nous demander vraiment un effort majeur pour que finalement on puisse avoir des gens qui soient protégés de ces dérèglements-là. Et comment on les évite et comment on fait pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour qu'on aille vers quelque chose de plus durable, parce qu'on dit plus durable, non mais en réalité c'est pas plus durable, c'est durable, et dans le même temps qu'on puisse maintenir un niveau de vie qui soit souhaitable pour toutes et tous et qui permette à ce que les plus pauvres ne soient pas ceux qui en payent le prix, ni les travailleurs parce qu'ils ne sont pas forcément pauvres, mais qui effectivement vont être confrontés de plus en plus à la difficulté des dérèglements climatiques. D'accord, merci beaucoup. On va passer à une séquence, c'est la séquence la plus drôle, et je vais te demander d'utiliser tes talents de dessin. Et je suis sûr que tu en as. Ouais, non, pas vraiment. Tu dois prendre les documents que le gouvernement te donne, et puis tu fais des dessins à côté, peut-être. Mais... je sais pas. Alors je vois que les camarades ont fait tous ceux qui sont passés avant toi, qui étaient assis ici, ont dessiné sur ce tableau, sur cette affiche, ce qui doit représenter le socialisme demain. Et typiquement l'égalité ou la nature. Et voilà, tu as des stylos vert, rouge et bleu et tu en fais ce que tu veux. Ouais, alors moi j'ai pensé à un truc, alors c'est vrai que là on vous le voit pas, mais moi il y a un film qui m'a particulièrement marqué et qui me fait penser à l'union de la gauche et à la destruction qu'on peut avoir de cette union de la gauche, c'est le film Land and Freedom
de Ken Loach. À quel point ça a été un échec, le fait qu'il y a eu la trahison pour des questions finalement d'égoïsme politique de la part des staliniens face aux républicains. Et voilà ce que je dessinerai. Alors, de manière très schématique, c'est l'affiche du film. Et comme je vais être très simple, voilà, c'est rouge évidemment, Land of Freedom, c'est rouge. Et vous savez ce qu'il y a dessus? Une grande radicalité. C'est ce que nous ne sommes pas. Mais ce que nous devons toujours écouter, c'est justement cette radicalité. Puisque dans Land of Freedom, vous avez ici, que je vais écrire en petit, mais c'est pas facile quand on est comme ça. Voilà. Et voilà. Et en fait, il y a un drapeau, et vous savez ce qui est écrit dessus? C'est le POUM. Voilà. Et le POUM, c'était les anarchistes. Et en fait, ils ont tout cassé parce qu'ils ont eu peur des anarchistes. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut s'en souvenir. Et puis aussi, dans ce moment, en réalité, il y a une autre chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie. D'abord, Ken Loach, c'est un artiste exceptionnel qui a bien décrit en fait les conséquences des inégalités sociales et du capitalisme sur certaines catégories de la population. Et puis c'est aussi un artiste irlandais, donc forcément c'est toute une histoire là aussi assez révolutionnaire. Et en fait, je crois que là on a tous ces combats qu'il faut savoir mener. Et c'était une guerre où à cause de notre pacifisme, nous avons laissé s'installer une dictature et nous avons laissé à cette période un dictateur absolument sanglant et hors norme qui est Hitler et qui a testé sa guerre des éclairs sur ce terrain qu'était l'Espagne. Alors j'ai toujours été dans les grandes lignes plutôt pacifistes et je pense que toutes les crises, on doit essayer de les résoudre par la diplomatie, mais dans ce moment où l'Ukraine se bat pas seulement pour ses frontières, elle se bat pour le droit international et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien je crois que rappeler que ça doit faire partie de nos combats, c'est extrêmement important. Ok, très bien. On a dessiné le socialisme, une partie du socialisme. Il y a tous les autres dessins qui vont fusionner à la fin. Mais là, j'aimerais savoir une anecdote liée à ton militantisme ou liée à tes différents mandats que tu as eu ou que tu as maintenant. Et on t'écoute, voilà. Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote avec Philippe Bas. Vous savez, à un moment, Philippe Bas, qui est ancien ministre des Solidarités, qui est devenu président du conseil départemental de la Manche lorsque j'ai été élue en 2015 présidente du groupe des élus socialistes au département de la Manche. Ça faisait pas longtemps que je faisais de la politique, vraiment pas longtemps. Et un jour, à table, il me dit un truc exceptionnel alors qu'il devait quitter son mandat de président parce qu'il n'était plus possible de cumuler une fonction exécutive locale avec un poste de parlementaire. Et il m'a dit, mais Anna, c'est complètement absurde. Je comprends qu'il y en ait qui puissent pas, mais moi, franchement, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Ouais, c'est les députés qui pouvaient pas être maires, ouais, c'est ça. Et les sénateurs, les parlementaires ne peuvent pas cumuler avec une fonction exécutive locale. Et je tiens à dire que même avec d'autres fonctions qui ne soient pas exécutives, on peut cumuler, mais on ne peut pas cumuler totalement les indemnités pour ceux qui penseraient que nous cumulons les choses pour l'argent. Ça n'est pas le cas. Du coup, on a eu le conseil film. Maintenant, il nous faut le conseil lecture. Le conseil lecture, en réalité, moi je pense à Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort, qui parle de la reproduction sociale dans les quartiers à l'époque qu'on appelait HLM, voilà, et ça m'a beaucoup marqué cette histoire de reproduction sociale, à quel point des gens cherchent à s'en émanciper et retombent dedans manifestement, et j'ai fait de la sociologie pour ça, et je crois que voilà, c'est un marqueur pour moi. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu ici parmi nous. Il reste encore du temps, on me dit. T'as oublié la baguette magique, on l'a fait. On l'a fait. Ben oui. Ouais, hein. Évidemment, il faut aller suivre. Mais oui, hein. Excusez-moi, mais il nous reste du temps, Il nous reste 10 minutes. Alors, du coup, si vous avez des questions, les camarades, allez-y. Là, tout de suite, j'ai pas réfléchi à une question. Moi j'en
avais une par rapport, du coup tu as fait quelque chose, tu as travaillé sur les ONG, tu as un master sur les ONG, ouais, c'est ça? Ouais. Par rapport au Parti Socialiste, on sait qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont radicales dans leur façon de faire. Sea Shepherd par exemple, l'association ONG, voilà. Est-ce que tu penses que pour s'améliorer, le Parti Socialiste doit se radicaliser dans ses méthodes? En fait, je crois pas. La radicalité, si elle est que dans la méthode, je vois pas bien l'intérêt. Je vois pas bien l'intérêt de la radicalité, typiquement dans la méthode. Qu'il y ait à un moment qu'on arrête de tourner autour du pot de temps en temps et qu'on dise les choses telles qu'elles sont, aussi violentes soient-elles, parce que le monde est violent et parce que les choses sont violentes et qu'il y a des choses qui sont inacceptables et que déjà ça, c'est ça la violence. La vraie violence, c'est celle que subissent certains. La vraie violence, c'est de savoir qu'environ 10% des gens ont été victimes d'inceste. Ça, c'est une violence exceptionnelle. Et qu'on n'en parle toujours pas encore. Quand on parle des violences sexistes et sexuelles, les trois quarts du temps, on parle de quoi? On pense effectivement aux femmes qui se font agresser dans la rue. Éventuellement, maintenant, on pense aux femmes battues chez elles, violences domestiques. Mais on n'agit toujours pas. Voilà, on a encore un certain nombre de tabous. Il faut faire tomber ces tabous. Et je ne crois pas que ça tombe comme ça, miraculeusement, en disant « Vous savez, quand même, il y a des enfants, c'est dur pour eux. » Voilà, hein, ou qu'on travaille le sujet en donnant tout un tas de choses qui sont des concepts. À un moment, il faut passer la barre du son. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut agir de violence contre violence. Parce qu'en réalité, on doit choisir sa méthode pour être entendu, mais aussi pour être crédible et respecté. Et s'il y a toujours un équilibre, toujours. Mais cet équilibre, des fois on se plante, c'est vrai. Mais on en a absolument besoin parce que notre société, elle est plurielle. Et non seulement elle est plurielle, mais il faut qu'on donne à penser aux plus jeunes que oui, on a bien compris les gens de jeu, qu'on peut nous aussi parler de manière un peu expéditive si nécessaire. Mais qu'il y a des temps pour tout. Et que lorsqu'on construit des solutions, on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon, ça n'existe pas. Il y a toujours un tas d'interactions. Et c'est ce que je disais aussi de la différence entre une ONG et un parti politique. C'est-à-dire qu'une ONG, elle étudie un seul problème à la fois. Très bien, on a absolument besoin d'eux, et quand on est parlementaire, en tant que député, on auditionne des associatifs, on auditionne tout un tas de gens, et après, on essaie de construire une solution, et on essaie de construire quelque chose qui est un petit peu plus brodé, un petit peu plus fini, et qui pourra correspondre, et qui pourra surtout prendre en compte toutes les autres interactions. Parce qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, ça reste du rêve. Donc, il faut rêver, mais dans le même temps, il faut essayer de construire une réponse qui soit un peu plus large que ça. Rien n'est simple dans la vie, je vois pas pourquoi une réponse serait simple. Du coup, j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu as parlé du Parti Socialiste comme étant le parti des travailleurs. Tu as aussi parlé des difficultés qu'on avait eues lorsqu'on était un parti de gouvernement pour parfois être à l'écoute des corps intermédiaires et de la classe des travailleurs de manière générale. La thématique du campus cette année, c'est un petit peu les classes populaires, reconquérir l'électorat populaire, etc. À ton avis, est-ce que le Parti Socialiste, c'est encore le parti des classes populaires, et si oui, en quoi ? En fait, déjà, c'est très difficile de définir ce qu'est une classe populaire. Si vous demandez aux gens, ils vont toujours expliquer qu'ils sont la classe moyenne. Donc, je pense qu'il faut faire très... voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours d'Emma ce midi. Parce qu'elle a dit qu'effectivement, le peuple naissait dans l'action. Quand il fait peuple. Voilà. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, il sent qu'il a à mener un combat commun pour son émancipation et pour avoir des meilleures conditions de vie. Donc... on va retrouver le peuple, mais quand on arrivera à faire chacun le chemin. Et quand effectivement, on est quand même dans un monde où on aime bien mettre des petites boîtes, des petites cases. Je vous demande de bien vouloir mettre une définition sur ce que vous êtes, s'il vous plaît. On le fait pour tout désormais. Eh bien, à un moment dans ce monde-là, pour retrouver le peuple, il faut qu'il se reconnaisse comme étant effectivement dans la même situation de manière un peu universelle avec les autres. Et le mot qu'on oublie souvent dans notre devise, c'est la fraternité. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'on est égaux, parce que si on n'a pas finalement
le même sang en tant qu'humain, si on n'a pas la même humanité, en réalité, il n'y a pas de raison, ça ne peut pas fonder l'égalité. Voilà, si on est différents, mais on a la même humanité. Et ça, il faut tout d'un coup qu'on arrive à donner ce sentiment que ce n'est pas les politiques qui font de la politique. Les politiques, ils essaient de trouver les leviers pour que les aspirations du peuple puissent aboutir. Et quand je dis le peuple, c'est l'ensemble. Parce que finalement, nous avons cette universalité et que des travailleurs, ils ont toute raison de se regrouper comme travailleurs. Parce qu'ils ne détiennent pas le capital, parce qu'ils n'ont que ça pour vivre et parce qu'ils n'ont aussi que la politique pour améliorer leurs conditions. Et c'est pas facile parce que ce que je disais, la politique ça construit des réponses compliquées à des questions assez simples au départ. Donc c'est pas facile d'aller expliquer qu'il va falloir temporiser, qu'il va falloir construire et que sans eux on va rien pouvoir faire. Mais c'est le job de tous les jours et si on le fait pas avec grand bonheur, avec quelque chose de très heureux, on n'y arrivera pas. Donc je crois que il faut à nouveau aller se confronter aux objections, aller se confronter à ceux qui disent vous avez rien fait. On n'a pas fait comme il faut se le dire, sinon tout irait mieux. Mais en tout cas, je pense qu'on a déjà retrouvé, puisque je vous rappelle qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'auraient jamais pris leur carte il y a quelques années, et on le voit avec les nouvelles adhésions. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore levé les masses, ça c'est sûr, mais qu'on est à nouveau entendu par les gens qui ont vraiment besoin de nous. Juste une dernière question. Il y avait Dylan Boutifla qui parlait juste avant, il disait que ça suffisait pas seulement de s'engager et il faut derrière conscientiser. Oui. Et moi je pense que c'est le rôle du parti politique. Le parti, quand on rentre dans un parti, on n'en ressort pas pareil. On en ressort on a une grille de lecture de la société, critique comme tu disais, positive ou négative, peu importe, mais une grille de lecture. Et pour toi, est-ce que du coup le Parti socialiste, ça doit devenir ou rester, du coup c'est là que je te demande ta position, un parti de classe qui cherche à conscientiser les classes populaires et les faire mener leur combat. Et je fais exprès de poser cette question. Non, mais ça peut pas être ça en fait. D'abord parce que à partir de classe, mais en réalité, je sais pas, moi dans ma section, moi j'habite à Cherbourg-en-Cotentin. Cherbourg-en-Cotentin, c'est un territoire très industriel. Le sénateur, pas celui qui est actuellement mais celui qui était avant, il avait été ouvrier à l'Arsenal de Cherbourg, il avait fait les arpètes à 13 ans. J'ai plein de copains qui ont fait ça aussi, ils étaient la dernière génération à faire ce qu'on appelait les arpètes, c'est qu'après le brevet, en gros après la troisième, on partait à l'usine apprendre, être formé sur le terrain et être payé, puisqu'on était ouvrier d'État, et être payé dès cette formation, et on montait en interne avec des carrières, je peux vous assurer, assez exceptionnelles. Il y a une vraie fierté de ça. Et il dit, oui, me manquait des bases. Mais en fait, il a fait avec nous, il nous a donné cette passion, cette capacité à agir. Et puis, finalement, il était la preuve que l'émancipation de son milieu culturel, de son milieu familial, de son territoire, c'est possible. Donc évidemment qu'on a besoin d'être ensemble, et quand on est au Parti Socialiste, quand on est en section, on ne dit pas machin, là il est ingénieur, l'autre il est philosophe, ou ceci, cela. Je pense que vraiment il faut se passer de ça. On a des experts. On a autant besoin d'un expert en soudure que d'un expert en politique publique. Vraiment. Mais vraiment. Et que sinon c'est l'entre-soi, c'est je vous écoute, oui mon enfant, c'est paternaliste, on n'a pas les solutions toutes faites, on a les solutions avec les gens. Donc quand je dis c'est le parti des travailleurs, parce que c'est un parti qui s'adresse aux travailleurs, qui n'ont que les partis politiques pour penser un avenir meilleur, mais c'est un parti des travailleurs parce que ça doit être l'endroit où les travailleurs savent qu'ils ont les leviers pour construire un monde meilleur qui leur correspond et qui les émancipe de celui qu'ils ont connu précédemment. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question ? Ce serait quoi, peut-être, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune, ou même pas forcément un jeune, mais à une personne en face de toi pour lui donner l'envie de s'engager en politique ? Eh bien d'abord que c'est tellement épanouissant. On va dire, c'est cette impression finalement d'être plus fort parce que les autres sont là. Cette capacité, alors des fois on a des moments durs, mais cette capacité à échanger. Et tout d'un coup, de voir que ce qu'on dit a toujours un intérêt. Même quand c'est pas tout à fait juste, même quand on est repris, on apprend tellement de choses
sur soi, sur les autres. Et puis, je crois que l'humanité a toujours cette volonté de transformation. Et la transformation, c'est pas forcément construire des machines, et être productif. Mais la transformation, c'est la transformation du monde, la transformation des idées, la transformation de l'idéal, etc. Et ça, c'est construire du commun et avoir l'impression de partager avec les autres. Et en fait, quand on s'engage en politique, je dis parce que j'ai été dans le monde associatif, j'ai fait d'autres choses, mais l'engagement politique, c'est addictif. Ça rend heureuse. Voilà, c'est parfaitement addictif et on a du mal à sortir de ça. Et c'est pas le pouvoir qui est addictif en vrai, parce qu'on pense que c'est le pouvoir, mais la réalité, c'est que c'est vraiment la politique. Tout autant la politique politicienne que l'action, que la stratégie ou les tactiques, tout ça est absolument addictif et épanouissant. Et puis, on se met au service de quelque chose qui est plus grand que soi. Et ça permet finalement de s'oublier un peu et d'être un peu moins égoïste et tourner sur son nombril. Alors pour les dépressifs, moi je leur conseille. C'est un peu un antidépresseur. Ouais, exactement. C'est une super belle conclusion. Merci beaucoup. Antidépresseur, la politique, il n'y a pas de souci, on rigole. Et on va te remercier. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité pour ce moment d'échange. J'étais pas fière avec des dessins et tout ça. C'est pas simple, mais vraiment merci à vous. Merci à toi. Donc là, on vient de laisser Anapi, et c'était vraiment cool. On a bien rigolé avec son joli dessin là derrière moi. Et vous en avez pensé quoi ? Franchement, c'était très cool. Déjà, ça a fait du bien d'entendre un discours dénué de toute langue de bois. C'était hyper naturel, hyper sincère. On sent que c'est un discours qui est très construit, qui est très réfléchi et avec beaucoup de fond, mais en même temps qui est vraiment habité et qui est extrêmement sincère. Ça nous a permis aussi de nous rappeler pourquoi on s'engage en fait en politique et qu'est-ce qui est important et ce qu'il faut jamais perdre de vue quand on est militant, quoi. Franchement, c'était vraiment chouette. Je pense que ce qui est important, c'est que nos élus restent militants. Et là, l'engagement s'épanouit encore plus. Tu t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. C'est un truc que j'ai remarqué lors des élections régionales. On avait fait une liste commune chez nous avec les Verts. Côté Vert, ça faisait plein de petites vidéos sur Instagram où ils se filment, ils discutent, etc. Et chez nous, tu sais, ça restait très cadré, très scolaire. Ouais, très scolaire. Et un jour, on est en réunion avec l'une des candidates et je lui dis t'as vu ce qu'a fait machin d'Europe Écologie Les Verts, pourquoi nous on le fait pas, quoi. Et on m'avait répondu la différence entre nous et Europe Écologie Les Verts, c'est que nous on est des politiciens, Europe Écologie Les Verts c'est des activistes. Et donc on m'avait donné cette excuse pour m'expliquer qu'en fait nous on pouvait pas avoir ce côté militantiste quand on était candidat, parce que c'était le rôle plutôt des activistes d'Europe Écologie Les Verts mais pas le nôtre. Et donc ça m'avait assez marqué comme phrase. Mais là, avec la nouvelle génération qu'on a, Arthur, Anna, Boris ou Jérôme, on voit vraiment que c'est des gens qui sont avant tout militants, et Anna nous le disait dans sa conclusion, qu'ils le resteront. C'est comme une drogue pour eux, ça sert d'antidépresseur. Ouais, absolument. J'ai l'exemple d'une ancienne députée du Doubs qui s'appelle Barbara Romagnan. Elle était au PS et après elle est partie chez Génération. Vous savez, la première vague Génération. Et en fait, j'ai appris en regardant les archives. Alors, nous, à la fac de Besançon, quand on bloque la fac, on édite des documents, on fait des cours alternatifs, et c'est vraiment assez marrant. Et il y a des archives qu'on laisse dans un coin de l'université. Et on a remarqué que Barbara Romagnan venait souvent dans les blocus échanger avec les étudiants, puis regarder ce qui va bien, ce qui va pas, et puis écouter. Mais c'est, pour moi, l'écoute, aller au contact des gens, même dans les lieux de crise, même là où la politique s'exprime le plus, c'est là où on retrouve cette casquette plus militant qu'élu, mais aussi plus activiste que élu. Et du coup, je trouve ça super intéressant quand tu as dit que nous, au PS, on est des politiciens et chez les Verts, on est activistes. Alors que dans la réalité, selon moi, ça devrait être activiste partout, en fait. C'est juste militant, en fait. Et c'est vrai que ce qui était hyper intéressant aussi dans son intervention, c'est comment
elle a parlé d'une vitalité démocratique et où chacun a sa place, c'est-à-dire les associations, les syndicats, les mouvements étudiants, lycéens, etc., les partis politiques et les élus, et que tout ça, ça concourt à un même objectif qui est faire vivre le débat démocratique, réfléchir au monde qu'on veut aujourd'hui et demain. Et voilà, en fait, on est tous les uns avec les autres. Et moi, c'est vrai que je suis un peu plus vieille que vous. J'ai connu le MJS il y a un petit moment. Et c'était vraiment quelque chose qu'on nous disait beaucoup quand on adhérait au MJS, c'est... Prenez votre carte dans une autre organisation, n'importe laquelle. Comme a dit Anna, ça peut être un syndicat, ça peut être une association, n'importe laquelle, mais c'est important d'avoir la carte, un pied dans un parti et un pied dans la société civile, dans le monde entre guillemets réel, en tout cas dans l'action concrète de tous les jours. Et c'est ce qui vient nourrir après notre réflexion et notre action plus globale qu'on porte dans le parti politique, quoi. Et est-ce que tu as un engagement à côté du Parti Socialiste ? Alors aujourd'hui, moi un petit peu moins, surtout pour une raison, c'est que je suis ici élue à la vie associative. Okay. Donc c'est très compliqué de m'engager dans une association alors que je suis leur élue référente. Ouais. Mais par contre, du coup, je vais beaucoup voir les associations. Donc je suis confrontée tout le temps aux problématiques qu'elles rencontrent. Et voilà, et puis je suis adhérente à beaucoup d'associations. Mais voilà, quand j'étais étudiante, j'étais à l'UNEF, j'ai été militante au planning familial également. Voilà, j'ai effectivement eu plusieurs engagements et vraiment ça m'a énormément nourrie au niveau intellectuel et c'est grâce à ça aujourd'hui que je me sens une militante politique un peu plus complète, quoi. Je voulais te faire réagir sur quelque chose. On remarque aussi qu'il y a une crise de l'engagement. On remarque qu'il y a des jeunes qui vont plus ouvrir la porte d'un parti. Enfin, typiquement, être un peu moins de 1000 dans une organe de jeunesse comme le Parti Socialiste, c'est dommage. Et on était beaucoup plus nombreux à une autre époque. Mais ça prouve aussi, c'est aussi un élément dans ce désengagement un peu contemporain. Et du coup, ce qui est marrant aussi à analyser à côté, c'est que les jeunes s'engagent maintenant différemment. Par exemple, reposter une publication sur sa story, c'est juste une action de 2 secondes, mais c'est un engagement de malade. Et du coup, est-ce que tu vois ça dans ton quotidien, dans l'entourage autour de toi ? Je voulais te voir écouter là-dessus. J'étais assez étonné parce qu'il y a très peu de personnes engagées. Je viens de finir mon lycée, ma terminale, donc il y avait très peu de personnes engagées. Et souvent, les publications les plus repartagées, c'est Raphaël Glucksmann sur les Ouïghours. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui repartageait une publication de la politique, j'étais un peu étonné en mode je savais pas du tout qu'il était abonné à ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'il y a un engagement différent qui passe pas forcément par des structures, mais ça peut être très bien. J'ai pas mal de gens qui sont pas adhérents dans un parti, mais qui sont allés manifester le jour des marches pour le climat. Ouais. Et on a vraiment un engagement qui diffère, avec une présence sur les réseaux sociaux, une présence dans les manifestations, mais il y a eu des polémiques récentes qui ferment un peu la porte des partis pour les plus jeunes. Par exemple, quand on prend l'affaire Quatennens à la France Insoumise, et tout de suite, quand on est militant féministe, on va pas adhérer à la France Insoumise. Et c'est ce qui et nous aussi on en a eu au PS, comme il y en a eu chez les Verts, comme il y en a eu au Parti communiste. On a tous eu des polémiques qu'on a su plus ou moins bien gérer, qui font qu'aujourd'hui les partis peuvent devenir quelque chose de repoussant pour les jeunes. Évidemment, et il y a des jeunes qui s'engagent toujours, mais on a eu des polémiques qui ont été mal gérées encore très récemment, qui font que les partis peuvent être repoussants. Et c'est donc ça ce qui est intéressant de voir dans les nouveaux moyens, les formes d'engagement qui diffèrent réellement de ce qu'on pouvait avoir il y a 50 ans, où quand tu voulais t'engager sur un sujet, tu prenais ta carte dans un parti. Là non, on a vraiment un changement de mentalité qui est très bien, que si je veux m'engager, je peux très bien aller repartager une publication sur Instagram d'un média indépendant. Et c'est déjà une grande forme d'engagement parce que, mine de rien, imaginons vous postez des stories de chat tous les jours, vous allez repartager une story de Raphaël Glucksmann, tout le monde va se dire qu'est-ce qu'il partage, etc. et va regarder ce qui change de d'habitude. Donc
rien que de faire une story, on est déjà sur un engagement assez important qui va différer de ce qu'on peut voir habituellement chez les jeunes. Mais il y a des polémiques, il faut qu'on apprenne à gérer encore mieux et qui ne sont plus acceptables aujourd'hui dans nos partis, qui sont repoussantes et qui ferment les portes de nos partis. Ok. T'as dit que tu étais adjointe aux associations, c'est ça? Oui. Ici, dans la ville de Bourg, c'est ça? Ouais. Et est-ce que dans les associations avec qui tu parles, il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de monde, ça se passe comment? Par rapport au parti aussi? Justement, c'est ce sur quoi j'avais envie de réagir quand je t'entendais parler. C'est vrai qu'en fait, cette crise-là, elle ne concerne pas que les partis, je crois. Vraiment, il y a les associations, elles souffrent énormément de cette difficulté à recruter des bénévoles, à recruter des responsables, des personnes dans leur conseil d'administration, etc. Donc, vraiment, je pense que la mutation des formes d'engagement, elle concerne toutes les formes de structure, toutes les formes un petit peu institutionnelles. Et parce qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup les jeunes, mais aussi toutes les générations, je crois, sont prêtes à s'engager sur le temps court, sur des actions ponctuelles, sur des moments très précis. Mais une adhésion, que ce soit dans une association, dans un syndicat ou dans un parti, tout de suite, on imagine que ça va nous prendre beaucoup plus de temps, qu'on signe une forme de pacte avec l'organisation où on s'engage à rester pour un temps indéfini, etc. etc. Et donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est comment on redonne le goût du temps long aux gens, spécifiquement aux jeunes qui sont habitués à cette rapidité, à quelque chose d'instantané. Ça, c'est... Moi, franchement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Après, je pense, quand on voit le succès de certaines chaînes Twitch politiques, on voit que il y a quand même un public jeune qui est prêt à se taper 2 heures de discussion et de débat, comme vous avez fait aujourd'hui toute la journée. Là, c'est toute une journée. Voilà. C'est peut-être pas toujours comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment un public pour ça quand même. Et je pense que d'aller sur tous ces outils-là, ça permet petit à petit de se réhabituer à ce temps long. Et puis après, je pense que l'outil, mais que ce soit pour le monde associatif, pour toute structure d'engagement citoyen en fait, c'est un outil dont tu as beaucoup parlé, Anna, aussi tout à l'heure, c'est la question de l'éducation populaire. C'est un moment comment, quand une personne adhère dans une structure, elle peut y porter ses idées, enrichir les débats de ses propres expériences et comment on construit tout ça tous ensemble, quoi. Il y a des éléments déclencheurs assez étonnants chez les jeunes et je fais le lien avec ce que disait Anna. On peut être animé parfois par les stratégies politiques, ça peut nous donner envie de travailler là-dessus. Et j'avais eu une discussion avec un militant qui venait d'adhérer il y a quelques années maintenant. Il vient d'adhérer, je lui demande, il doit avoir 16-17 ans, je lui demande pourquoi t'as adhéré. Et il me répond tout simplement, je me suis fait tout House of Cards pendant les vacances. et du coup, c'est un élément déclencheur assez étonnant, mais ça fait le lien avec ce que disait Anna sur le fait que... La version Baron Noir. Je sais pas si ça donne envie d'adhérer au MGS Baron Noir. Mais ça fait le lien en tout cas avec ce que disait Anna tout à l'heure, que parfois on peut être animé, il y a des éléments déclencheurs assez étonnants et qui peuvent nous rendre addictifs envers la politique. Notamment, ça peut passer par les stratégies politiques, les magouilles, etc. Mais il y a quand même un côté sain dans la politique qui existe. Ouais. Il y a aussi une théorie que j'ai étudiée à l'école et que j'aimerais bien en réfléchir encore plus. C'est lier en fait le désengagement avec la vitalité démocratique. Moi, je pense, après c'est une opinion, je dis pas que c'est une réalité, que si la 5e République va mal, si la République est en crise, si la démocratie est en crise, c'est parce que ça engendre aussi la crise dans les partis et les associations. Carrément, franchement, je suis vraiment d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Anna l'a un peu dit aussi. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus personne qui veut adhérer à des syndicats parce qu'on ne gagne plus rien. Donc, en fait, moins les politiques vont écouter ce qui se passe, moins les gouvernants vont écouter ce qui se passe dans la société, moins ça va donner envie de s'engager. Et sans doute pour un certain nombre de grands élus, en tout cas ceux qu'on a aujourd'hui, ça les arrange.
d'assécher un petit peu le débat démocratique. Et ça leur donne l'impression, comme ça, qu'ils peuvent tout faire et qu'ils n'auront pas de contre-pouvoir en face qui vont leur dire attention, etc. Et pour eux, effectivement, c'est une stratégie très efficace. Moi, ça m'attriste de me dire qu'ils peuvent avoir envie de créer ce monde-là, de participer à ce monde-là. Franchement, je trouve qu'on ne s'engage pas en politique pour affaiblir le débat démocratique. Ça n'a aucun sens. C'est même l'exact opposé du sens de l'engagement politique, quoi. Ouais. Peut-être un mot de conclusion. Non, en tout cas, voilà, je trouve que ce que dit Anna est plutôt intéressant sur l'engagement et donne plutôt envie de s'engager. Le fait de dire que voilà, c'est un antidépresseur, je trouve ça plutôt vrai. On est tous contents, voilà, de venir à ces week-ends, de se retrouver entre camarades. C'est une autre façon aussi de voir la politique. On peut voir la politique par le côté magouille, stratégie politique, etc. Mais il y a une vraie vie derrière avec des vrais gens. Voilà, moi je sais que j'étais super content de venir ce week-end, de retrouver tous les copains. On se voit 2 à 3 fois par an, ça dépend des événements. Mais donc voilà, il y a un vrai côté, il y a une vraie vie derrière et on trouve des choses qu'on n'aurait pas trouvées sans. Ok. Je sais jamais comment terminer un live. Du coup. Franchement, engagez-vous. Ok, parfait. Et après, la personne d'après qui va venir, qui est-ce? C'est Diana Badiop. C'est Diana Badiop. Parfait. On va mettre le live en pause et on attend après, c'est ça? Ouais, elle arrive dans pas longtemps. C'est parfait. À tout à l'heure. À toutes.